Une anomalie dans le calendrier, un circuit anachronique et critiqué, mais dont l'histoire et le challenge que représente cet événement supplantent les autres venus. Monaco, c'est le Grand Prix que tout le monde veut gagner. Presque 100 ans de légende, et un rendez-vous toujours particulier qui dépasse le cadre de la Formule 1. Aujourd'hui, on retrace l'histoire du plus prestigieux des Grands Prix, celui de la Principauté. Bonne vidéo. Chaque année, la F1 se rend à Monaco et chaque année, on a droit à quelques rappels historiques. Mais pour bien cerner la grandeur de cet événement, il faut revenir un siècle en arrière. La course automobile existe depuis la fin du XVIIIe siècle et en 1901 est né le premier Grand Prix. C'était à Pau. Petit à petit, des codes et des réglementations se créent et les routes ouvertes laissent place à des routes fermées avant que les premiers circuits permanents voient le jour. Peu à peu, les organisateurs se montrent de plus en plus ambitieux. Des Grands Prix nationaux voient le jour comme celui de l'Automobile Club de France, le Grand Prix de France et d'autres événements uniques et prestigieux naissent. En 1911, dans l'Indiana, les 500 miles d'Indianapolis se tiennent pour la première fois. Après la Première Guerre mondiale, au début des années 20, c'est en France, en Sarthe, qu'un événement atypique est lancé avec une course de 24 heures. Tout ceci inspire la Principauté de Monaco. Il faut dire aussi que ce petit état enclavé entre la France et la mer Méditerranée n'est pas étrangère à la course automobile. Depuis 1906 se tient une course reliant Paris à Monaco, plus précisément au quartier de Monte-Carlo. Et cette dernière inspire la création du Rallye de Monte-Carlo en 1911. Commandé par le prince Albert Ier et organisé par le sport vélocipède monégasque, l'ancêtre de l'ACM, cet événement fait aujourd'hui partie des plus prestigieux. En fait, à l'époque, Monaco est en compétition avec Nice et pour se démarquer et attirer du monde, ils ont créé ces courses. Mais ce n'est pas assez. Le rallye de Monte-Carlo reprend ses droits en 1924 et les autres événements cités juste avant poussent l'ACM à réfléchir à une nouvelle épreuve. D'ailleurs, le sport vélocipède monégasque est officiellement devenu l'Automobile Club de Monaco, l'ACM, en 1925. Et cette fédération est présidée à ce moment-là par un certain Alexandre Noguès. Et le but pour Alexandre Noguès et son fils Anthony, c'est d'être reconnu par la fédération internationale qui à l'époque s'appelle l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, l'AIACR. Ouais, bon, c'est l'ancêtre direct de la FIA. L'ACM formule donc une demande de reconnaissance de la FIA. Mais cette dernière est rejetée. Et oui, car il leur faut une compétition qui se déroule intégralement sur leur territoire. Et le rallye de Monte-Carlo se déroule quasi exclusivement en France et dans les Alpes françaises. Et donc, l'ACM doit trouver suffisamment d'espace sur leur territoire de 2 km² pour construire un circuit automobile. Anthony Noguès est chargé de dessiner le tracé de ce circuit en ville et il s'appuie sur le pilote Louis Chiron. Malgré les différences de niveau, notamment entre les quais des États-Unis et Albert Ier, malgré les rails et les tunnels, les Monégasques s'en sortent et présentent donc un tracé final de 3 km et 180 mètres qui ressemble beaucoup à celui que nous avons aujourd'hui. Et il faut dire que ça enchante du monde, notamment le prince Louis II. Et le 14 avril 1929, le premier Grand Prix de Monaco de l'histoire se tient dans la Principauté. Le prince Pierre, fils du souverain, inaugure le tracé et Charles Farroux, rédacteur en chef du journal L'Auto et co-créateur des 24 heures du Mans et le directeur de course. Malheureusement, Louis Chiron est absent parce qu'il a un autre engagement, il est occupé aux essais des 500 miles d'Indianapolis. Comme quoi, ce clash de dates ne date pas d'aujourd'hui. Plus tard, quand Monaco sera déplacé fin mai au week-end de l'Ascension, les deux événements se tiendront carrément le même jour. Ainsi, à quelques reprises, certains pilotes de Formule 1 manqueront à l'appel à Monaco pour tenter leur chance à l'Indy 500. La dernière fois en 2017 avec Fernando Alonso, qui laissait donc les commandes de sa McLaren à Jenson Button, sorti de sa retraite pour une pige qui fera donc office de dernier Grand Prix pour le Britannique. Mais plus prestigieuse encore, en 65, Jim Clark fait de même en s'absentant, mais parviendra carrément à remporter la classique américaine. Revenons en 1929 où la première édition du Grand Prix de Monaco se tient. Bon, Louis Chiron n'est pas là, et c'est Philippe Étancelin sur Bugatti qui prend la pole position, et au terme des 100 tours, c'est encore une Bugatti, cette fois-ci aux couleurs du British Racing Green, qui s'impose avec à son bord le mystérieux William Grover Williams. L'histoire de ce pilote, premier vainqueur du Grand Prix de Monaco, est assez singulière et mystérieuse. Parenthèse. Pilote automobile né à Montrouge d'un père anglais et d'une mère française, il gagnera par 2 fois le Grand Prix de l'ACF en 1928 et 1929. Mais son histoire prend une toute autre tournure lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclenchée en 1939. Williams s'exile en Angleterre où il rejoint l'armée de Sa Majesté. Et par sa maîtrise du français, il rejoint plus tard le SOE, les services secrets.
En 1942, il est parachuté en France pour établir un réseau de la résistance avec notamment le soutien de vieux camarades comme Robert Benoît, pilote d'avion durant la Première Guerre mondiale et pilote automobile phare durant l'entre-deux-guerres, ainsi que Jean-Pierre Vimille, lui aussi résistant et faisant partie des meilleurs pilotes français de l'histoire. Vainqueur des 24 heures du Mans 37 avec justement Robert Benoît. Malheureusement, en 1943, le premier vainqueur du Grand Prix de Monaco est arrêté par les Allemands. Déporté, interrogé, torturé, il décède en mars 1945 à Sachsenhausen. Robert Benoît connaîtra un destin similaire en 1944 en étant lui aussi capturé. Robert meurt cette même année à Buchenwald. Du trio de pilotes devenus résistants durant la guerre, seul Jean-Pierre Vimille survivra. Bref, désolé de cette parenthèse, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de reparler de William Grover Williams. Le Grand Prix de Monaco se poursuit donc dans les années 30. Même s'il n'a pas encore le statut qu'on lui connaît aujourd'hui, il rassemble chaque année quelques-uns des meilleurs pilotes et meilleurs constructeurs de l'entre-deux-guerres. Bugatti, Alfa Romeo, Maserati, Auto Union, Mercedes ont de la partie, de même que des Raymond Sommer, Jean-Pierre Vimille, Achille Varzi, Luigi Fagioli, Taddeo Nuvolari, Giuseppe Farina, Rudolf Caracciola, Hans Stuck ou encore Louis Chiron qui s'impose en 1931, le seul monégasque vainqueur du Grand Prix de Monaco. Au final, il y avait déjà ce qui se faisait de mieux à l'époque et en 1935, le Grand Prix de Monaco intègre le championnat d'Europe qui était le championnat automobile le plus prestigieux à ce moment-là, l'ancêtre direct de la Formule 1. Enfin, pas de la Formule 1, pour être précis, du championnat du monde de Formule 1. Parce que l'ancêtre de la Formule 1 c'est un règlement. Le championnat du monde de Formule 1, c'est une compétition. Bon, je joue sur les mots, mais autant être précis. Ainsi, le Grand Prix de Monaco, par son circuit en ville, son cadre magique et son côté princier, se fait une place parmi les plus grands événements automobiles du monde, rejoignant donc les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Mais tout ceci s'arrête en 1939 car les moteurs se taisent, place au canon. La vie et la course automobile reprennent peu à peu leurs droits après la guerre. La IACR devient officiellement la FIA et fait évoluer les règlements. La réglementation Formule A, basée sur les classes A de l'entre-deux-guerres, est créée en 1946 et devient rapidement la Formule 1. C'est avec ces voitures qu'en 1948, après avoir réuni suffisamment de fonds pour revenir, que le Grand Prix de Monaco fait son retour et c'est Giuseppe Farina sur Maserati qui s'impose. Malheureusement, 1949 marque un nouveau coup d'arrêt et la course n'a pas lieu suite au décès du prince Louis II. Son petit-fils, le prince Régnier III, lui succède et voit donc le Grand Prix de Monaco 1950 se tenir dans le cadre d'une nouvelle compétition, le championnat du monde de Formule 1. Cet événement est plutôt spécial car il s'agit du premier engagement de Ferrari en mondial. Et oui, le cheval cabré n'était pas présent à Silverstone. Durant cette édition de 1950, Juan Manuel Fangio construit sa légende. Au premier tour, au bureau de tabac, plusieurs voitures sont accidentées et bloquent une grande partie de la route. Fangio, en tête, s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas car les spectateurs massés autour ne le regardaient pas. Ainsi, l'Argentin évita le carambolage et s'imposa pour la première fois en mondial devant Alberto Ascari sur Ferrari et Louis Chiron sur Maserati qui prend son seul et unique podium en mondial. Louis Chiron est une légende monégasque de la course automobile, par son palmarès et par son importance dans la création du Grand Prix de Monaco. En 1955, il dispute dans ses rues son dernier Grand Prix et devient ainsi le pilote le plus âgé du championnat du monde à 55 ans et 9 mois. Décédé en 1979, dans sa principauté, une statue en son hommage est érigée sur le port, non loin de la piste. Mais encore une fois, le Grand Prix de Monaco galère. En proie à des soucis financiers, le Grand Prix ne peut pas se tenir en 51, mais il revient en 52. Seulement, il ne fait pas partie du championnat du monde et ce sont des prototypes qui arpentent le circuit urbain. En fait, il faut attendre 1955 pour voir le Grand Prix de Monaco au championnat du monde de Formule 1. Mais ces mésaventures ne seront qu'en lointain souvenir, car depuis 1955, le Grand Prix de Monaco se tient chaque année, à l'exception de 2020 à cause de la situation sanitaire. En 1955, Maurice Trintignant sur Ferrari devient le premier Français à s'imposer en championnat du monde de Formule 1. Pour le moment, le prince félicite d'une année à l'autre un vainqueur différent, car en 1956, Moss prend sa première victoire en principauté, mais en 1957, Fangio devient le premier pilote à prendre une deuxième victoire dans ce Grand Prix, avant d'être imité par Trintignant en 1958. À la fin des années 50, les constructeurs britanniques prennent le pouvoir. Van Wall a fait ses débuts en championnat à Monaco en 1957 et en 1958, c'est Lotus et Colin Chapman qui débarquent. En 1959, c'est Cooper qui s'impose avec Jack Brabham. L'Australien décroche sa première victoire en F1 ainsi que la première d'une voiture à moteur arrière. L'année d'après, en 60, Stirling Moss offre la première victoire à Lotus avant de prendre le record de victoire en principauté avec sa course légendaire en 61. Avec une voiture dépourvue de panneaux latéraux afin de gagner du poids pour concurrencer les Ferrari plus puissantes,
Moss remporte sa 15e victoire en Grand Prix, ici même, au terme de 100 tours de légende. Des histoires comme ça, il y en a plein à Monaco. Car ce circuit est tellement atypique que des outsiders peuvent créer la surprise. Récemment, durant la domination Mercedes, les Red Bull moins puissantes se hissaient dans la lutte à la victoire, notamment avec Ricciardo en 2016 et 2018. Ici, les moins avantagés peuvent créer l'exploit avec un bon pilote, et c'est justement ce qu'a fait Roberto Moreno en 92 avec son Andrea Moda. Aidé par un bidon de gasoline subtilisé à Williams, Moreno est parvenu à qualifier miraculeusement sa voiture noire à son seul et unique Grand Prix de Formule 1. Ce n'aurait pas été possible ailleurs, du moins pas comme ça. Bref, reprenons notre histoire. En 62, Bruce McLaren inscrit son nom au palmarès monégasque dont le recordman se nomme Stirling Moss avec 3 victoires. Mais dans les années 60, un homme va faire de Monaco sa spécialité. En 1958, disputait son premier Grand Prix de Formule 1 sur une Lotus 12, un londonien du nom de Graham Hill. Au début des années 60, cet Anglais commençait à jouer devant et en 62, avec BRM, il prenait son premier titre mondial. Mais pour le moment, son histoire avec la principauté est difficile. Que des abandons pour Hill qui doit attendre 1963 pour enfin s'imposer devant le prince régnier. Il double la mise en 64 avant d'égaler Stirling Moss en 65 au terme d'une édition historique. Au-dessus du lot, Graham s'envole au départ depuis la pole position, mais au 25e tour, à la chicane, le pilote BRM échoue dans l'échappatoire en évitant un retardataire. Graham est contraint de descendre de son auto et de la pousser pour reprendre la piste. Beaucoup de temps perdu et l'Anglais est maintenant 5e. Mais Graham maîtrise ce circuit sinueux et dans la forme de sa vie, il remonte. Il dépasse Stewart, profite de l'abandon de Brabham avant de prendre la 2e place à Surtees et la première à Bandini dans le 65e tour. Hill creuse l'écart et s'impose pour la 3e fois en principauté. Bien que son plus grand rival Jim Clark était absent pour l'Indy 500, Graham affirme qu'il aurait pu battre n'importe qui ce jour-là. D'ailleurs, Clark est très certainement le plus grand pilote à ne jamais avoir remporté Monaco. Une anomalie pour l'Écossais qui était désigné comme le plus grand de sa génération. En fait, Jim a manqué de chance. 4 fois poleman et souvent leader, Jim a toujours manqué de réussite. Des problèmes de suspension, de moteur, d'embrayage ou de boîte de vitesse l'ont privé d'un succès mérité. Il n'a terminé ce Grand Prix qu'une seule fois en 61 à une triste 10e place. Non, Monaco, dans les années 60, c'est la propriété de Graham Hill. L'Anglais prend le record en 68 et porte son nombre de victoires à 5 en 69. Monsieur Monaco, une histoire d'amour qui se termine en 75. Relégué en fond de grille depuis quelques années, Hill subit un affront en principauté en manquant tout simplement la qualification. C'est ainsi qu'il comprit qu'il était temps de raccrocher. Dans cette période de domination du londonien, d'autres noms se sont illustrés derrière. Des pilotes qui créent l'exploit à Monaco et qui parviennent à se hisser sur des podiums miracles. C'est le cas de Peter Arundel en 64 ou d'un Richard Atwood ou d'un Lucien Bianchi en 68. Des pilotes qui sont parvenus à braver les difficultés de ce circuit. Nous avons d'autres exemples dans ce cas de figure comme Henri Pescarolo en 70, Jean-Pierre Jarier en 74, Stefano Modena en 89 ou encore en 2023, Esteban Ocon. C'est quelques noms qui sont parvenus à créer l'exploit. Malheureusement, Monaco n'est pas toujours synonyme d'exploit et de succès couronné par la famille princière. En 1967, Lorenzo Bandini en 2e position chasse le leader Denny Hulme. L'Italien donne tout depuis plus de 2 heures au volant de sa Ferrari. C'est alors qu'au 82e tour, le pire se produit à la chicane. Lorenzo fait une faute et percute un poteau télégraphique qui perfore son réservoir. La Ferrari se retourne et prend feu immédiatement. Prisonnier des flammes, Bandini succombera 3 jours plus tard. Cet accident, le seul mortel du Grand Prix de Monaco, aura des conséquences. La longueur de cette course sera diminuée, passant de 100 tours à 80 tours, puis plus tard à 78 tours. Ainsi, le Grand Prix de Monaco est en distance le plus court de la saison avec moins de 300 km parcourus. De plus, cet accident mortel s'ajoute à la longue liste d'accidents graves qui poussent les pilotes, menés par Jackie Stewart, à réclamer toujours plus de mesures de sécurité. Ainsi, dès 69, des barrières Armco sont placées tout autour de la piste et au fil des années et des homologations, Monaco se transforme. Aujourd'hui, la hauteur des rails couplée au grillage de protection semble réduire la largeur de la piste. Un effet tunnel parfois oppressant que les pilotes doivent dompter. Transformer un pays en circuit automobile avec toutes ses infrastructures, ça prend du temps. 6 semaines de travaux sont nécessaires pour tout installer et 3 pour tout enlever. Tout ce matériel est ensuite entreposé en France, non loin de la principauté. Cet accident de 1967 a également mis en lumière l'inefficacité des commissaires de piste. L'accident de Pierce Courage en 70, de Roger Williamson en 73 ou de Niki Lauda en 76 ne font que corroborer cette triste réalité. Là aussi, des mesures seront prises et dans ce domaine, les commissaires de piste de l'ACM deviendront une référence dans le monde entier.
Souvent sollicités pour prêter main forte ou alors former d'autres fédérations, ils sont considérés comme les meilleurs du monde. Des procédures rodées, une formation efficace, une rapidité sans égale, ces bénévoles sont précieux. Puis à Monaco, il y a encore une spécificité avec le passage dans la zone du port, avec un plongeur. Car oui, c'est déjà arrivé qu'un pilote tombe dans le port. Alberto Ascari en a fait les frais en 55, de même que Paul Hawkins en 65. Tous deux s'en sont sortis, mais par précaution, un homme grenouille se tient prêt à intervenir et les luxueux bateaux amarrés dans le port monégasque sont reculés durant les hostilités. Adaptation, évolution. En 1966, il se passe des choses intéressantes, et même 3 choses intéressantes. Premièrement, Jackie Stewart s'impose pour la première fois en principauté et cette course est marquée par un très faible nombre de pilotes à l'arrivée, seulement 4. Derrière l'Écossais, on trouve Lorenzo Bandini devant Graham Hill et 4ème, il s'agit de Bob Bandurant. Mais cette course sert de décor au film Grand Prix au même titre que Zandvoort, Charade et Spa, et ainsi, nous pouvons aujourd'hui apprécier pareilles images sur le tracé monégasque. Puis Monaco et le cinéma, c'est quand même très lié, car en 71 est tourné le film documentaire Weekend of a Champion de Roman Polanski avec Jackie Stewart en vedette, qui remportera d'ailleurs cette édition du Grand Prix de Monaco. Puis par sa légende et son cadre idyllique, Monaco a toujours été un bon support de promotion pour le cinéma avec dans les années 2000 Ocean's 12 avec Jaguar, ce qui donnera lieu au mythe du diamant, l'année suivante Star Wars avec désormais Red Bull, et en 2006 Superman, toujours avec l'écurie de Milton Keynes. Le cinéma s'invite à Monaco et avec le Festival de Cannes organisé à la même période, nombreuses sont les stars du grand écran et d'autres horizons à se montrer durant ce Grand Prix. La jet set, un élément important sur cet événement. Mais pour être honnête, personnellement, je n'ai un petit peu rien à foutre de savoir qui c'est qui est venu se montrer au Grand Prix de Monaco. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en piste. Il faut dire qu'en 1970, la fin de course ressemble à un scénario d'Hollywood avec Jack Brabham qui s'apprête à s'imposer une deuxième fois avant de manquer l'ultime freinage du Grand Prix à Anthony Nogues. C'est Johan Rindt qui s'impose et reçoit les honneurs de la famille princière. 2 ans plus tard, le Grand Prix est noyé sous les trompes d'eau et à ce jeu-là, c'est Jean-Pierre Beltoise qui se sublime et tient en respect Jack Hicks et ses adversaires. Auteur d'une course référence au volant de sa BRM, Beltoise décroche ici sa seule et unique victoire en Grand Prix. Monaco sous la pluie, c'est toujours synonyme de course folle. Comment ne pas citer 1996 avec seulement 3 pilotes à l'arrivée, des favoris qui trébuchent et des outsiders qui se montrent. L'année suivante, en 97, Schumacher et Barrichello s'illustrent également sous la flotte. Puis, ces 2 dernières années, le Grand Prix a été arrosé et nous avons eu des courses vraiment intéressantes. Retournement de situation en 2022 avec Leclerc qui s'effondre, Schumacher qui s'écrase et Pérez qui triomphe. Puis en 2023, on a tremblé pour Esteban Ocon qui prenait donc un podium miracle dans les rues de la Principauté. Dans ces conditions difficiles, nombreux sont les pilotes qui ont fait des bêtises. Et si on peut citer les strolleries de Lens en 2023, on peut parler des mancelleries de Nigel en 84. Sûrement l'édition pluvieuse la plus symbolique, car tellement il pleuvait, les pilotes ont demandé à ce que le tunnel soit arrosé pour éviter les changements d'adhérence. Dans cette course se sont illustrés les débutants Ayrton Senna et Stefan Bellof qui ont terminé 2e et 3e d'un Grand Prix écourté, remporté par Alain Prost. Bref, en 1973, Jackie Stewart prend sa 3e et dernière victoire en Principauté. Cette édition voit d'ailleurs le circuit se doter d'une toute nouvelle portion. Fini la passerelle du bureau de tabac, et bonjour les S de la piscine si révélateur, ainsi que le très serré virage de la Rascasse. Ainsi, l'ancienne ligne droite de retour, qui à l'origine était la ligne droite de départ-arrivée, devient la voie des stands. Un peu plus de modernité, même si l'espace est toujours très restreint. Dans les années 70, les courses sont un petit peu moins spectaculaires, même si les vainqueurs changent d'une année à l'autre. Ronnie Peterson s'impose en 1974 avant que Niki Lauda prenne la relève en 75 et 76, les 2 seules victoires de l'Autrichien en Principauté. En 77, Jody Scheckter s'impose avec sa surprenante Wolf et en 78, Patrick Depailler décroche enfin sa première victoire en Grand Prix. Après Trintignant et Beltoise, c'est le Clermontois qui fait retentir la Marseillaise à Monaco. L'année suivante, si Scheckter s'impose de nouveau entre les rails, la course est rendue marquante par James Hunt. En effet, le champion du monde 76 effectue ses 4 derniers tours de Formule 1. Démotivé par une Formule 1 de plus en plus politique et par une Wolf peu performante, James Hunt déserte le circuit des Grands Prix. Les victoires continuent de s'échanger et Graham Hill reste au sommet. En 80, Carlos Reutemann s'impose brillamment, même si Gilles Villeneuve marque davantage les esprits par son triomphe l'année suivante. Puis nous avons 1982, le Grand Prix que personne voulait gagner. Prost, en tête, est surpris par des gouttes d'eau tombant sur le tracé en fin de course. À la sortie de la chicane, le Français perd le contrôle et s'écrase dans les murs.
Patrese prend la relève, mais quelques kilomètres plus loin, part à la faute à l'épingle du Loves. Aujourd'hui, épingle du Fairmont. Pironi prend alors les commandes avant de tomber en panne dans le dernier tour. Qui pour gagner ce Grand Prix? Des Cesaris? Non, en panne. Derek Daly avec sa Williams endommagée? Non, en panne également. Du coup, c'est Patrese qui s'impose pour la première fois en F1 sans même le savoir. En 83, bien qu'il soit en pole, c'est Keke Rosberg qui l'emporte. En fait, c'est en 84 que Prost s'impose enfin dans les rues. Il double la mise en 85 avant de tripler en 96. Il égale ainsi Starling Moss et Jackie Stewart. Le record du regretté Graham Hill peut-il tomber? Oui, mais ce sera pas entre les mains du Français. Plus tôt, je disais qu'un pilote pouvait faire la différence à Monaco. Un style agressif peut être récompensé, c'est d'ailleurs comme ça que Villeneuve s'est imposé en 81, et c'est comme ça que Senna va dominer ce Grand Prix. En 1987, avec sa Lotus aux couleurs camel, le Brésilien s'impose pour la première fois dans ses rues. L'année suivante, il explose son équipier Prost en qualification avec sa McLaren. Le Français l'avoue lui-même, il ne pouvait pas prendre autant de risques que son équipier au casque jaune. Ainsi, sur un tel circuit, il y avait beaucoup d'écart. En course, Ayrton s'envole vers la victoire et mène par presque 1 minute d'avance sur son équipier. Une démonstration. Mais la triste réalité du tracé monégasque va brutalement s'imposer au Brésilien. Au portier, le Brésilien commet l'erreur typique. Il touche légèrement le rail à l'intérieur et casse sa suspension. Il est aussitôt envoyé de l'autre côté du circuit où il achève sa course. Une erreur qui touche profondément Senna. Le Brésilien s'en veut tellement qu'il ne regagne même pas les stands. Non, Ayrton regagne son appartement et refera surface quelques heures plus tard après la 4e victoire de Prost à Monaco. Se cracher puis rentrer chez soi, une image forte. Après sa déconvenue de 2015, Lewis Hamilton hésitera à faire de même en s'arrêtant dans le tour d'honneur dans le même virage que son idole. Il se ravisera. En revanche, en 2006, Kimi Raikkonen ne s'est pas fait prier. Bon, contrairement à beaucoup de pilotes, Raikkonen n'a jamais habité à Monaco. Mais ça n'empêchera pas de trouver un plan de secours. Après sa casse moteur, le Finlandais se dirige à pied vers le yacht d'un de ses amis. On le surprend, torse nu, profiter du Grand Prix. Là encore, une image forte. Alain n'est désormais plus qu'à une longueur de Graham Hill, mais 88 sera sa dernière victoire. Et ouais, cette erreur, Senna il va pas la refaire. En 89, il se rachète en dominant l'épreuve comme en 90 et 91. 4 victoires en 5 éditions, il égale son plus grand rival. En revanche, 92 s'annonce plus difficile. En effet, dans cette saison, les Williams-Renault sont intouchables et Nigel Mansell prend la pole position devant son équipier Patrese. Une victoire en principauté, ça fait rêver tous les pilotes, et Mansell compte bien l'accomplir. Dès le départ, Moustache coche une case très importante, passer en tête à Sainte-Dévote. Derrière, Senna a pris la 2e place à Patrese. Mais l'anglais est trop rapide, Senna s'accroche, mais sauf exception, il n'égalera pas Graham Hill cette année-là. Oui, mais Mansell est un fabricant d'exceptions. En fin de course, Nigel commet une légère erreur et suspecte une crevaison qui en réalité n'existe que dans sa tête. L'anglais passe au stand et ses mécaniciens inspectent les pneus. Rien d'anormal, et Mansell est renvoyé en piste. Oui, mais entre-temps, Senna a pris les commandes. Alors, Nigel attaque. Avec l'énergie du désespoir, il tente de faire craquer Senna qui ne cède pas. Le Brésilien ferme les portes et égale bien Graham Hill en 92. Une victoire légendaire par son scénario. Nigel, lui, est dépité. Effondré en fin de course, il fait partie de ces 12 champions du monde à ne jamais avoir décroché la victoire en principauté. Parmi eux, le plus couronné étant Nelson Piquet, triple champion du monde, jamais victorieux à Monaco. En 93, Prost peut rejoindre son rival Senna en partant depuis la pole position, mais les espoirs du Français sont aussitôt balayés par une pénalité pour départ anticipé. Encore aujourd'hui, Alain n'est pas d'accord avec cette sanction. Senna, qui partait 3e, ne récupère pas de suite les commandes, car c'est le jeune Schumacher qui est en tête. Malheureusement pour l'Allemand, sa Benetton casse pendant l'épreuve et Senna s'impose donc pour la 6e fois de sa carrière dans les rues de Monaco. Il prend un record hautement symbolique. Hélas, 1993 sera sa dernière participation. Senna nous quitte en 94 à Imola, 2 semaines avant le Grand Prix monégasque. Cette édition est marquée par le terrible accident de Karl Wendlinger. Après les nombreux blessés et les 2 morts d'Imola, la sécurité fait encore défaut à la F1. Dans le prolongement d'un week-end noir, les mémoires de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna sont honorées et les 2 premières places de la grille restent vides. Ah, qu'elle semble loin cette époque où les photographes étaient allongés sur le trottoir à quelques centimètres des monoplaces qui grimpaient l'avenue d'Ostende. Même si les vainqueurs reçoivent toujours les honneurs de la famille princière et que la F1 a toujours quelques exceptions à Monaco, de par son circuit et sa légende,
il y a quand même un petit truc qui s'est perdu. Oui, il y a un côté plus industriel, mais malgré tout, Monaco a su conserver son ADN, plus que les autres courses du calendrier. Il reste toujours ce redoutable challenge pour les pilotes, il reste toujours ce mythe, ce rocher à gravir, cette case à cocher. Puis, toute une génération est partie après 93, plus de Senna, plus de Prost, plus d'anciens vainqueurs encore en activité. Parmi ceux dont une victoire à Monaco ne serait que pure logique, il y a Jean Alesi. L'Avignonnais et son style agressif s'accommodent très bien en caractéristiques de ce tracé. En 90, pour sa première entre les rails, il terminera deuxième derrière Senna, puis troisième en 91. Certes, la voiture a moins d'importance, mais elle reste malgré tout importante. La Tyrrell était bien, elle pouvait être transcendée par Alesi, mais ça valait pas la McLaren et Senna. En 93, Jean prenait son troisième et dernier podium en principauté. C'est ici également qu'il brillera avec Prost. En 2000 déjà, en réalisant la meilleure performance des Bleus durant cette saison, puis en 2001 en prenant ses premiers points avec l'écurie du professeur. Mais il y a un regret, 1996. Dans cette course, deux favoris se dégagent. Tout d'abord, Damon Hill, pour qui remporter Monaco aurait été fortement symbolique, mais sa mécanique en a décidé autrement. Alesi a donc succédé aux Britanniques et Jean semblait se diriger vers une victoire méritée. Mais comme bien trop souvent dans sa carrière, un grain de sable est venu détruire ses espoirs. Alesi ne sera pas le cinquième français à faire retentir la Marseillaise à Monaco. Non, ce cinquième, c'est Olivier Panis. Parti 14e, Olivier réalise une course monumentale. Opportuniste, le Français survit dans cette épreuve à élimination et remporte ce jour-là sa seule victoire en F1, la 11e et dernière de Ligier et la dernière d'un pilote français avant 24 ans. Une victoire qui entrave la série de succès de Schumacher, le nouveau cador de Monaco. En 94 et 95, il avait triomphé au volant de sa Benetton et en 96, l'Allemand a commis une bourde dès le premier tour. Il retrouve les sommets en 97, mais en 98, Mika Hakkinen est intraitable avec sa McLaren. Derrière, l'Allemand s'est illustré face à Wurz avant d'abandonner. Mais en 99, Schumacher reprend les commandes et rejoint Prost avec une quatrième victoire. En 2000, il semble se diriger vers la cinquième en dominant l'épreuve, mais au deuxième tiers de course, sa suspension s'affaisse à la suite d'un échappement fêlé. Michael doit renoncer et ainsi, David Coulthard s'impose quelques jours après son accident d'avion. La première de ses deux victoires en principauté, un circuit qui a toujours scié à l'Écossais. Poleman malchanceux en 2001, David sera relégué en fond de grille et sera longtemps bloqué par Bernoldi, mais en 2002, il saute Montoya au départ, oui, et s'impose une deuxième fois. En 2006, Super David offre même le tout premier podium de Red Bull en F1. En 2001, Schumacher rejoint Graham Hill avec une cinquième victoire. Alors, on se demande si Senna peut être rejoint. Et il faut dire qu'il en a eu l'occasion. Si en 2003, les Williams ont pris le pouvoir avec le cadet Schumacher, Ralph en pole et la victoire de Montoya le dimanche, 2004 était une belle opportunité pour le Baron Rouge. Longtemps leader, ses espoirs seront anéantis dans le tunnel sous le régime de safety car. Michael a trop freiné et s'est fait percuter par Montoya. Ainsi, Trulli s'est offert sa seule victoire en F1. En 2006, Schumacher s'enterre lui-même dès le samedi par une manœuvre antisportive pour s'assurer la pole position face à Alonso. Relégué en fond de grille, il fera le spectacle en piste pour remonter jusqu'à la 5e place. Et comment ne pas évoquer 2012? Ce week-end-là, avec sa Mercedes, Schumacher retrouve de sa superbe. Le samedi, il réalise un tour splendide et prend sa 69e pole position en carrière. Mais à cause d'un accrochage avec Bruno Senna à Barcelone, il est pénalisé de 5 places et part donc 6e. Dans le paquet et dès l'extinction des feux, Schumacher est pris dans un accident. Certes, la pole position n'offre pas systématiquement la victoire. On l'a vu dans la dernière vidéo avec un ratio de 43%, donc c'est plutôt l'inverse. Mais s'il était parvenu à passer 5 des votes en premier, le Kaiser aurait pu s'imposer une 92e fois en carrière et une 6e fois à Monaco et ainsi égaler Senna. Mais non, encore aujourd'hui, le Brésilien est le seul détenteur du record de victoire à Monaco. Mais que font ces voitures sur un circuit pareil? C'est la question que je me pose quand je vois ces bijoux technologiques aussi sensibles et fragiles sur un circuit aussi old school, aussi étroit, bosselé et anachronique. C'est comme faire du vélo dans sa salle de bain, comme dirait l'autre. Au début de ce Grand Prix, si c'était particulier de voir une course dans une ville, les mœurs du sport auto étaient bien différents. Beaucoup de circuits étaient des routes publiques fermées pour l'événement, et un circuit automobile ne se résumait qu'à une bande d'asphalte où trônaient quelques bâtiments. C'est fou quand on y pense que Monaco réussit à conserver son circuit malgré toutes les homologations et les exigences de sécurité. Puis il faut dire que l'ACM a longtemps conservé des privilèges qui sont récemment tombés. Comme par exemple, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était l'organisation du Grand Prix de Monaco qui gérait la diffusion télé. Alors que la F1 avait repris cette responsabilité à tous les autres Grands Prix. Parce qu'à l'époque, il y a quelques décennies maintenant, c'était les locaux, les organisateurs du Grand Prix qui s'occupaient de la diffusion télé. Ce qui explique pourquoi les graphiques étaient en langue locale.
Mais bon, la F1 elle a repris tout ça, et Monaco était les derniers à tomber. Puis, ce n'est que depuis 2022 que le Grand Prix de Monaco se tient sur 3 jours, comme les autres, car avant, le premier jour de roulage était le jeudi, jour férié, et le vendredi, traditionnellement, il n'y avait rien. Sauf que petit à petit, d'autres catégories ont pris possession de la piste le vendredi, rendant cette pratique obsolète. D'ailleurs, il est toujours particulier pour ces catégories support d'évoluer à Monaco. D'habitude, ces catégories sont mises dans des paddocks annexes, sur un circuit normal, donc t'as le paddock de Formule 1, et un petit peu plus loin, ou derrière, ou un petit peu plus loin, t'as un paddock annexe. Mais à Monaco, le paddock de Formule 1 est tellement petit que t'as pas la place d'un paddock annexe. En tout cas, pas comme on l'entend. Donc, paddock annexe, c'est un bien grand mot. Des zones sont aménagées pour ces catégories support que sont la F2, la Freca et la Porsche Super Cup, depuis quelques années en tout cas. Oui, ce n'est pas étroit campiste, et il faut faire avec. Reprenons notre récit. En 2005, Kimi Räikkönen domine l'épreuve et s'impose pour la seule fois de sa carrière en principauté. Ce Grand Prix est également le premier podium de Mark Webber. En 2006, Alonso prend le pouvoir, mais ce n'est rien en comparaison avec 2007. Cette année-là, les deux McLaren de l'Espagnol et de Lewis Hamilton dominent et terminent presque roue dans roue en ayant collé au moins un tour à tous leurs adversaires sauf un. Et ce jour-là, l'Espagnol n'était même pas à fond. L'année suivante, sous la pluie, c'est Hamilton qui triomphe pour la première fois entre les rails, avant que Button inscrive son nom avec sa Brown. L'histoire est belle car en 2003, Button a connu un accident grave à la sortie du tunnel. Un accident très similaire à celui de Wendlinger, mais qui démontre 9 ans après que la sécurité a bien évolué. Cela dit, Jenson ne sera pas apte à disputer le Grand Prix le dimanche. Cette année 2003 a d'ailleurs vu des aménagements avec la création de beaucoup de dégagements, que ce soit à Saint-Dévote ou à la piscine, sans oublier une rascasse redessinée et élargie. Monaco s'adapte et en 2004, les stands seront eux-mêmes élargis et tourneront même le dos à la piste. Un peu plus de confort, même si ça reste relatif. Bref, l'accident de Button en 2003 n'est pas un cas isolé. Si Rosberg eut de la chance en 2011, Perez eut moins de chance cette même année avec un accident similaire au Britannique. Et comme Button, Sergio finira par s'imposer entre les rails. Le freinage de la chicane, c'est toujours un endroit périlleux et piégeux, avec ces petites bosses qui déstabilisent les autos. Parmi les autres frayeurs de Monaco, on peut évidemment citer Patrick Tambay en 86 lorsqu'il escalade Martin Brundle. Si le français eut chaud, Martin n'eut pas moins de chance, car la Lola a tout simplement heurté son casque. Autre moment chaud, on peut parler de l'accident de Verstappen en 2015 à Saint-Dévote, ou encore l'accrochage entre Piquet et Patrese à ce même virage en 83. De toute façon, Saint-Dévote est un goulot d'étranglement et le carambolage de 80 en témoigne avec Derek Daly qui s'envole. Bref, des accidents spectaculaires, Monaco en a connu beaucoup. En 2010, Red Bull prend le pouvoir avec Mark Webber qui s'impose. L'année suivante, c'est Vettel qui prend les devants avant que Webber ne retrouve la victoire une deuxième fois. Si McLaren record avec 15 victoires, la dernière en 2008, Red Bull se montrera souvent à l'aise entre les murs. Mais en 2013, c'est Mercedes qui reprend les choses en main. Puis, une belle histoire s'écrit avec Nico, fils de Keke et résident monégasque depuis toujours, qui prend sa première victoire en principauté, dans ses rues. Beaucoup de joie, on l'imagine. En 2014, la situation se tend avec son équipier et rival Hamilton à tel point qu'en qualification, l'Allemand semble user de méthodes connues pour s'assurer de la pole position. Cette fois-ci, c'est mieux fait que son ancien équipier et il conserve la pole. Le lendemain, il s'impose une deuxième fois. Puis en 2015, il profite de la déconvenue d'Hamilton pour prendre sa troisième victoire chez lui. Mais c'est vrai que 2014 c'est un petit peu tâche. On préfère certainement se remémorer la course légendaire de Jules Bianchi avec sa Marussia. Ici même, le Niçois a fait preuve d'audace et d'opportunisme pour se hisser au 8e rang de Grand Prix, classé 9e après une pénalité, ses seuls points en F1. Bref, revenons à Mercedes car en 2016, Lewis Hamilton a sa rédemption dans un Grand Prix pluvieux marqué par une erreur de Red Bull au stand. Mansell en 92, Hamilton en 2015, Ricciardo en 2016, les stands ont fait perdre pas mal de victoires ici. Parti depuis la pole position, sa première en carrière, Daniel a parfaitement géré sa course, mais ses mécaniciens n'étaient pas prêts lors du passage en pneus slick. Beaucoup de temps perdu et beaucoup de regrets sur les marches du bâtiment princier. Lui aussi espère sa rédemption. Cette dernière ne sera pas pour 2017, car cette année-là, ce sont les Ferrari qui dominent. Räikkönen prend sa première pole position en 9 ans, mais le lendemain, Vettel le passe durant le décalage d'arrêt et s'impose, offrant la première victoire à Ferrari à Monaco depuis Schumacher en 2001. À ce jour, la 10e et dernière, ce qui fait que Ferrari a autant de victoires au Mans qu'à Monaco. En 2018, le quadruple champion du monde mettra la pression à Ricciardo, de nouveau parti en pole, et dont le moteur est endommagé. L'Australien n'a pas toute la puissance, mais il parvient brillamment à tenir la Ferrari de Vettel derrière. 2 ans après sa terrible déconvenue, Ricciardo obtient sa rédemption et sa 7e victoire en carrière. L'édition de 2019 est elle marquée par la disparition quelques jours plus tôt de Niki Lauda. Le décès de cette légende est évidemment commémoré à Monaco. Les iconiques casquettes rouges estampillées Niki sont de sortie et nous pouvons profiter des casques hommages de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel qui, le dimanche,
termine aux 2 premières places. Les casques et Monaco, là aussi c'est une histoire d'amour. Par sa légende, Monaco sera le théâtre de beaucoup de designs originaux, des clins d'œil sympathiques de la part des pilotes. On peut évidemment citer le James Hunt de Kimi Raikkonen en 2012, mais l'un des plus iconiques étant l'histoire liant Coulthard et Schumacher de 96. Car pour cette édition, le casque de l'Allemand est monté sur le podium sans son propriétaire. Et pour le coup, ce n'était pas un hommage de l'Écossais pour son contemporain, non, c'était vraiment un casque de Schumacher. En fait, si ce dernier a fini sur les épaules du pilote McLaren, c'est officiellement pour la double visière précieuse partant de pluie. En réalité, c'est un coup de com' avec Marlboro, mais l'effet est là, et on croirait bien voir l'Allemand au volant de la McLaren. En 2020, Monaco est absent du calendrier pour la première fois depuis 1954, mais il revient en 2021. Et cette édition sera un exemple pour ceux critiquant ce Grand Prix, car il n'y a pas assez de spectacle. Et c'est vrai qu'en 2021, durant la course, il ne s'est pas passé grand chose, si ce n'est une erreur de réalisation ou un arrêt très long de Bottas. Non, pas celui-là, victoire de Verstappen devant Sainz et Norris. Oui, cette année-là, c'est vrai qu'en piste, il n'y avait pas beaucoup de spectacles et il faut dire que les éditions de 2022 et 2023 ont été sauvées par la pluie. Cela dit, 2021 a connu son traditionnel moment historique avec une pole position miracle de Charles Leclerc. Depuis Louis Chiron en 55, seul Olivier Beretta en 94 a représenté les couleurs monégasques durant le Grand Prix national. En 2018, Charles Leclerc dispute donc son tout premier Grand Prix de Monaco, mais il faut dire que le monégasque n'a jamais vraiment été verni chez lui. En 2017, en F2, il abandonne 2 fois. En 2018, ses freins le lâchent. En 2019, ses chances sont condamnées en qualification par une erreur stratégique. Éliminé en Q1, Leclerc tente le tout pour le tout le dimanche et ça ne passe pas. En 2021, au volant d'une Ferrari malade dont le manque de moteur est atténué par le tracé, il décroche une magnifique pole avant de s'écraser dans le mur de la piscine. Voiture endommagée et abandon avant même le départ le dimanche. En 2022, il semblait avoir course gagnée, mais un nouveau cafouillage stratégique l'a relégué au 4e rang. Et en 2023, il se battait pour la pole position le samedi, mais une pénalité l'a relégué plus loin sur la grille. Comment ça va se passer cette année? C'est vrai qu'aujourd'hui les F1 sont trop grosses, trop lourdes, pas assez maniables, mais ce serait vraiment dommage de se débarrasser de ce Grand Prix de Monaco. Chaque année, il se passe quelque chose, que ce soit sur le sec ou sous la pluie. Cette course nous réserve toujours des surprises. Si ce Grand Prix n'offre pas beaucoup de dépassements, il offre un challenge très intéressant pour les pilotes qui chérissent cette venue. Et par son aspect légendaire et prestigieux, il pousse les pilotes à se surpasser et à parfois trop en faire. Et vu qu'il est difficile de doubler, les qualifications sont toujours mouvementées. En 2023, les qualifications étaient un moment complètement fou avec 4 pilotes en transe. Max Verstappen qui touchait plusieurs fois les murs pour faire la pole, Alonso qui s'est hissé au 2e rang, Leclerc qui a pris la 3e place avant d'être pénalisé, et Ocon qui s'est ainsi ouvert la voie vers un podium historique. Le samedi, c'est la journée à ne pas rater. Alors le problème, c'est que ça peut créer des situations dangereuses avec des voitures au ralenti, parce que 20 voitures sur un circuit aussi étroit, aussi court, ça peut pas bien se passer. Donc je pense que peut-être séparer la Q1 en 2 groupes, ça pourrait être une solution. Et même si Monaco a perdu quelques statuts privilégiés, son historique et sa légende pourraient justifier que par exemple la Q3 soit faite en un tour. Comme ça, encore moins de gêne. Quoi qu'il en soit, ce qui offrirait plus de potentiel spectacle à Monaco serait des Formule 1 moins grosses et surtout plus maniables. Il faut espérer que la réglementation de 2026 rende ce fantasme possible. Quoi qu'il en soit, le Grand Prix de Monaco restera toujours un événement à part. 95 ans après sa première édition, il reste toujours ce mythe que les pilotes veulent conquérir. Un challenge technique inégalable où la frontière entre vitesse et précipitation est plus fine que jamais. De tout temps, voir les bolides les plus performants du monde évoluer sur ce circuit offre des images sensationnelles. Monaco, c'est le témoin de la Formule 1 et de son histoire, l'un des rares grands prix qui dépassent le cadre du sport. J'espère que cette vidéo sur le Grand Prix de Monaco vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Ouais, moi je défends ce Grand Prix. J'aime beaucoup ce Grand Prix. Alors oui, c'est sûr que je saute plus pas de joie, mais disons que je suis plus pris par l'intensité d'un Grand Prix où il y a plein de dépassements, mais c'est le bordel. Mais Monaco, j'adore voir Monaco, j'adore voir les pilotes construire leur week-end à Monaco, être vraiment à la limite. Maintenant, c'est sûr, t'es moins pressé quand t'as quelqu'un au cul, quoi. Donc, mais bon, c'est pour ça, j'espère que les voitures vont devenir plus maniables, que les zones de freinage vont être moins courtes, parce que c'est ça aussi qui fait que c'est difficile de se doubler. Donc voilà, qu'elles seront moins sensibles en suivant une voiture, parce qu'il y a vraiment un effet tunnel derrière et donc beaucoup de perturbations, donc c'est encore moins évident de suivre. Donc voilà, je pense que le problème n'est pas nécessairement Monaco, mais surtout les voitures et la F1 actuelle.
Parce que regardez, même à Imola, ils n'arrivent pas. Alors Imola, c'est pas nouveau, que c'est un circuit où c'est difficile de doubler. Mais malgré tout, voilà, c'est un petit peu plus large et c'est compliqué. Moi, je pense que le problème, c'est pas nécessairement les circuits, je pense que c'est la F1 et aussi la manière dont on perçoit la F1. On nous le vend comme un spectacle, un Super Bowl à chaque fois, c'est ce que, en tout cas, l'ambition des propriétaires. Ce que je déplore un peu, parce que bon, il y a des Grands Prix chiants, il y en a toujours eu. Mais il faut dire que bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à corriger techniquement pour la Formule 1. Donc ça passe par des voitures plus légères, plus petites, plus maniables. Et voilà, avec des perturbations aéro moindres aussi. Bon, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Et de ce fait, Monaco retrouverait un petit peu de potentiel spectacle. Mais bon, moi je m'amuse toujours à regarder Monaco. Bref, des bisous.